Bonjour les cinquièmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons continuer notre aventure sur l'expansion de l'Occident en nous intéressant aujourd'hui au visage des villes au Moyen-Âge, voir comment leur physionomie s'est transformée petit à petit. Si vous vous souvenez bien de ce que vous avez fait l'année dernière, vous vous souvenez que les Romains ont été des grands bâtisseurs de cités et ont fait de très grandes villes. Le problème, c'est qu'à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, un certain nombre de difficultés vont petit à petit pousser les populations à quitter les villes pour les campagnes. On va noter trois principaux facteurs qui vont expliquer cette raison. Le premier, c'est les épidémies. Ces épidémies font des ravages en ville puisque la densité est beaucoup trop forte, donc les gens meurent, préfèrent se réfugier à la campagne. Comme il y a moins d'hommes, lors des guerres suivantes, on se défend beaucoup moins bien, donc les guerres sont le deuxième facteur qui vont pousser à l'effondrement des villes puisqu'elles sont généralement attaquées pour y trouver un certain nombre de ressources. Le troisième facteur, puisqu'il y a moins d'habitants, il y a aussi moins de paysans. Donc, c'est le troisième facteur de famine. Ce qui fait que ces villes vont se vider petit à petit de leur population entre la fin de l'Empire romain et le début du Moyen-Âge. Certaines sont laissées à l'abandon, certaines vont surtout totalement se rétracter à l'intérieur de leurs anciennes enceintes. Tout de suite, vous avez une carte qui vous présente la ville de Nîmes. Nîmes, le pourtour rouge, correspond finalement à son tracé durant l'Empire romain. Dites-vous que durant l'époque médiévale, la ville de Nîmes se constitue uniquement de la partie rose en bas à droite de la carte. Et, si vous regardez bien, certains monuments romains peuvent être réutilisés, notamment les arènes, tout comme à Arles, à la même époque, où Arles est uniquement constitué des arènes à l'intérieur desquelles les gens construisent leurs maisons. Ils se servent finalement des murs extérieurs de l'arène pour faire des remparts. Ces villes vont donc considérablement se réduire, ce qui n'empêche pas qu'elles sont très peuplées pour l'époque. De nos jours, elle ne serait pas très grande, ça serait la taille d'une commune rurale, et pourtant, on va avoir des villes qui vont commencer à se constituer avec 1000 habitants, 2000 habitants. Par contre, il ne faut pas imaginer de villes gigantesques au Moyen-Âge. Les plus grandes villes italiennes font entre 10 000 et 50 000 habitants, et seul Paris arrive à dépasser les 100 000 habitants à cette époque. Ces villes, elles sont constituées d'un certain nombre d'éléments physiques qui permettent de les différencier des bourgs. Si vous reprenez l'exemple de la ville de Moulins, sur laquelle vous avez travaillé pour aujourd'hui, donc actuellement Moulins c'est le chef-lieu du Bourbonnais, de l'Allier, cette ville est entourée par des remparts pour se défendre. Ces remparts sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce qu'ils permettent de se protéger et ils sont percés d'un certain nombre de portes. Jamais trop, puisque c'est les zones les plus fragiles de la défense, mais suffisamment pour favoriser le commerce. Puisque dans la ville, vous aurez dans tous les cas une place pour faire le marché. Parmi les bâtiments essentiels que vous aurez au sein d'une ville, un lieu de culte, si c'est une grande ville, ce sera une cathédrale pour le pouvoir de l'évêque. Vous aurez généralement un château pour le pouvoir du seigneur. Initialement, c'était les comtes à l'époque de Charlemagne. Sur le plan de Moulins, ce château, il n'en reste plus grand-chose puisqu'il a flambé, il a brûlé, et il ne reste plus que le donjon central qui s'appelle toujours la Malcoiffée. Ces villes ne se limitent pas aux bâtiments à l'intérieur des remparts. Vous allez avoir aussi les bâtiments qui sont autour, qu'on appelle les faux bourgs, comme un bourg qui serait finalement totalement faux, puisqu'il n'est pas protégé par les remparts. Les gens vivent à l'intérieur, ça permet d'agrandir la ville petit à petit, et en cas d'attaque, on fait se réfugier les habitants des faubourgs à l'intérieur des remparts, et souvent, on détruit les maisons au passage pour éviter que l'ennemi ait du matériel ou des endroits pour se cacher. À l'intérieur des remparts, cette fois-ci, il faut imaginer une densité de bâtis extrêmement forte, beaucoup de bâtiments. On doit pouvoir loger le maximum de personnes dans un espace extrêmement restreint. On garde des espaces libres pour faire des jardins en cas de siège, et donc les rues sont très étroites. Les bâtiments font généralement 1 ou 2 étages, sont construits en bois, avec ce système de colombage, donc ça fait des espèces de X finalement sur la façade. On recouvre les parties manquantes par du mortier. Alors les historiens sont plus tout à fait d'accord, certains pensent que le mortier pouvait même être sur la façade. L'intérêt, c'est que finalement ces maisons en bois, on peut les monter et les démonter relativement facilement, puisqu'au Moyen-Âge, on est propriétaire de sa maison, mais pas du sol sur lequel elle repose. Généralement, ce sont les seigneurs spirituels, donc l'Église, qui possèdent les terrains, ou le seigneur temporel, le comte. Ce qui fait que cette maison, si vous voulez déménager, vous pouvez l'emmener avec vous. Donc c'est relativement pratique. Les rues sont très étroites, je vous le disais tout à l'heure, très sombres, puisque les bâtiments sont suffisamment hauts pour couvrir finalement
la lumière. Il faut donc imaginer des lieux sombres, où il sent mauvais. Il n'y a pas de pavage au sol, généralement c'est de la terre battue, avec une rigole centrale dans laquelle on jette tout ce qui va gêner dans la maison, les eaux usées, tout ce qui est les excréments, etc. Donc il faut imaginer des villes sales, des villes où ça sent mauvais, et notamment en été. Des villes comme Paris, en été, sont tellement jugées comme insalubres, on ne peut pas y vivre, que les plus riches vont plutôt se réfugier dans des manoirs ou des domaines qu'ils ont en extérieur de la ville. Ce sont les plus pauvres qui doivent rester. Ces villes, elles sont grouillantes d'activité. Mais en journée, étant donné qu'il n'y a qu'une ou deux rues qui sont éclairées le soir, généralement, passé 17 heures, tout le monde rentre chez soi et on laisse les rues à la merci des malandrins, des mendiants, des voleurs, des assassins, bref, de toute la criminalité qu'on peut trouver déjà dans les villes à cette époque. En pleine journée, la ville reste dangereuse, puisqu'on n'est jamais à l'abri de se faire voler les choses. On croise des animaux lâchés en liberté un petit peu partout. Ils sont là aussi pour enlever les déchets, ils s'en nourrissent. Jusque par exemple au XIIe siècle, on avait dans les rues de Paris des cochons, des porcs, qui étaient là en liberté pour s'engraisser avec les déchets, tout ce qui était jeté par les gens. Et parce que l'un d'entre eux a provoqué la mort du prince héritier de France, on a décidé d'arrêter de laisser les porcs en liberté dans les rues de la capitale. Les bâtiments sont généralement relativement bien organisés. L'année dernière, lorsque vous avez fait la visite de Saint-Romain-en-Galles, je vous ai montré des bâtiments. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de ces fameux bâtiments en colombage. Généralement, le rez-de-chaussée est très étroit. Pour une raison toute simple, on paye les taxes, l'impôt, entre guillemets, en fonction de la superficie qu'on occupe au sol. Donc on essaie de faire un bâtiment le plus petit possible. Le rez-de-chaussée est occupé par les artisans, les commerçants, qui produisent et vendent directement sur place. Au premier étage, c'est là que va vivre cet artisan avec sa famille. Pour gagner de la place, les maisons sont construites en encorbellement, c'est-à-dire que chaque étage est légèrement plus grand que l'étage précédent. Ça serait finalement comme une pyramide inversée. Plus on monte, plus on va avoir de l'espace. Par contre, quand on arrive au niveau des toits, c'est les parties communes qu'on va laisser occuper par les serviteurs, les domestiques, les apprentis, ou alors qu'on peut louer aux personnes les plus pauvres de la ville. Il faut donc imaginer qu'avec ces bâtiments en forme de pyramide inversée, la rue est d'autant plus sombre, par contre ça protège de la pluie, mais parfois c'est tellement proche entre deux bâtiments que vous pouviez serrer la main de votre voisin qui était de l'autre côté de la rue, par la fenêtre. Ces fenêtres elles-mêmes, il y a très peu de verre au Moyen-Âge. Il faut imaginer que la plupart des fenêtres sont en fait constituées par du papier gras ou tout simplement par du parchemin gras. Donc on ne voit pas très bien l'intérieur, mais ça vous isole pas très bien. Le mobilier est très sommaire aussi à l'intérieur. C'est le même principe que pour les châteaux, je vous avais expliqué. On va avoir des coffres, on va avoir des tables qu'on peut monter, démonter. Pour beaucoup de familles, la même pièce sert à peu près à faire toutes les choses. Ces villes, elles sont donc animées, on y fait le commerce, on y trouve beaucoup de gens. C'est là qu'on va trouver finalement tous les surplus qui viennent des campagnes. Et ce sont des lieux de vie où les artisans, petit à petit, vont prendre de l'influence et où les anciens bourgeois, donc les habitants du bourg, vont tenter de mettre leurs petites graines pour embellir la ville. Ces bourgeois, quand ils ont un petit peu d'argent, ils se sont organisés en corporation, on en a parlé précédemment, mais surtout ils vont essayer de financer la construction de bâtiments importants. Ils vont financer la construction de halles. Ces halles, ce sont des marchés couverts pour que le marché puisse avoir lieu quel que soit le temps et toute l'année. Ils vont contribuer aussi à financer l'édification des cathédrales. Ce n'est pas l'Église qui les finance, on l'a déjà vu. Ce sont généralement les bourgeois, ce qui explique pourquoi les cathédrales sont toujours un peu en construction, parce qu'en fonction de l'argent qu'on a, on va rajouter petit à petit de l'argent. C'est ce qu'on a expliqué avec le cas de Saint-Étienne à Bourges, qui est totalement asymétrique, parce qu'on a fait en fonction des modes et de l'argent qu'on avait à tel ou tel moment. Parfois, ces artisans vont aussi financer des bâtiments plus importants, comme les ponts. Il ne faut pas oublier que les villes ont besoin d'eau et que celles qui sont constituées sur des rivières, pour pouvoir traverser cette rivière, c'est relativement compliqué. Les premiers ponts solides vont commencer à être financés, même si généralement ils sont en bois. La particularité des ponts au Moyen-Âge, c'est que généralement, comme sur le cas du Ponto Vecchio à Florence, on ne voit pas la rivière, puisque de chaque côté de la rue, vous avez des bâtiments qui se construisent pour faire du commerce.
malheureusement, bien entendu, ça peut arriver que ces bâtiments s'effondrent dans la rivière ou que le pont lui-même soit emporté, à une époque où peu de personnes savent encore nager, je le rappelle. Les faubourgs s'étendent plus ou moins loin autour de la ville. Si vous allez à Paris, certains quartiers qui s'appellent encore le faubourg Saint-Honoré, le faubourg Saint-Germain, sont des exemples de ces quartiers qui étaient en dehors des remparts. Ils peuvent être très importants, et comme ils sont en dehors des remparts, c'est souvent là qu'on va trouver certaines des corporations, celles qui sont jugées comme malsaines, ou celles qui pourraient poser problème. Les bouchers, parce qu'ils travaillent sur le sang, parce qu'il y a les animaux, vont être généralement en dehors des remparts pour pouvoir déverser le sang directement dans la rivière à côté. Les teinturiers, aussi, les tanneurs sont généralement loin du centre-ville, en dehors des remparts, parce que eux, on considère aussi qu'ils ont des activités malpropres, et surtout parce que c'est extrêmement nauséabond, donc ça sent très mauvais, d'être situé à côté, finalement, de leur quartier. Les quartiers s'organisent en fonction des métiers, généralement. Dans une même rue, vous trouverez plusieurs boulangers, vous trouverez plusieurs orfèvres, ou vous trouverez plusieurs bouchers. C'est beaucoup plus simple, finalement, pour le commerce. Par contre, pour se retrouver dans une ville, ça n'aide pas. Les villes n'ont pas de nom de rue, et on se repère généralement aux enseignes qui sont accrochées aux portes des bâtiments. Ça veut donc dire que si vous allez à l'enseigne du maître coq, vous allez regarder toujours en l'air pour voir le moment où une enseigne d'un maître coq va apparaître. Sauf que ces enseignes restent. C'est-à-dire que le maître coq, à la base, c'était probablement un vendeur de poulet, puis ça sera un aubergiste, après ça sera peut-être un charron, mais dans tous les cas, on l'appellera maître coq ou maîtresse coq, en fonction de la personne qui y vit. Donc vous voyez, c'est quand même relativement compliqué de vivre dans ces villes, mais petit à petit, elles vont recommencer à grandir à mesure que la population réaugmente et que le commerce se renforce. Les artisans et surtout les marchands vont donc tout faire pour qu'elles deviennent bien protégées, qu'elles soient belles et qu'elles soient mises en valeur, souvent aussi pour en mettre plein la vue à leurs rivaux. Parmi certaines de ces villes, certaines vont devenir très très grandes, très belles, et vont avoir finalement une aura dans toute la chrétienté, dans tout l'Occident de cette époque. Des villes comme Venise, construites sur des îlots, qui vont se rajouter petit à petit, on en parlera un petit peu plus tard. La ville de Bruges, dans les Flandres, la ville de Hambourg, dans le Saint-Empire romain germanique, vont devenir des villes importantes. Et Paris reste, dans tous les cas, en Occident, la ville la plus grande durant tout le Moyen-Âge. Ces villes se développent et, on vient de le voir, petit à petit, le pouvoir à l'intérieur va permettre aux riches, qu'ils soient artisans et surtout marchands, de gagner de l'influence. Et c'est ce que nous verrons demain dans la prochaine partie. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.